dit innovation, il faut déjà voir effectivement cette assurance digitale, comme vous le dites, qu'est-ce que le numérique peut apporter au métier de l'assurance. D'abord, il y a cette nouveauté de la dématérialisation de tout le processus contractuel, mais il y a aussi ce phénomène de déguichétisation. Parce que comme vous l'avez déjà dit, plutôt que d'attendre 22 heures et de prendre une queue, de voir du personnel à retenir, faire du papier, percevoir, ce sont des choses qui aujourd'hui peuvent, les contrats d'assurance peuvent être souscrits à distance. Vous avez également la valeur ajoutée que le numérique peut apporter, c'est en termes de données d'identification déjà, du potentiel assuré et de la masse de données auxquelles l'assureur peut avoir accès pour affiner non seulement son portefeuille de produits d'assurance, mais aussi pour avoir une profondeur cognitive sur le sujet assuré. Et puis il y a ce côté de mise en œuvre. Vous savez, le côté assurance est très voisin du côté des banques. Il y a eu pendant longtemps cette problématique du taux de bancarisation qui a été toujours très faible. Encore les études montrent que c'est 6%, ça ne monte pas trop. Mais dans la logique d'une bancarisation de masse, la monnaie mobile est arrivée et toutes les personnes qui disposent d'un téléphone, il y en a 68 millions aujourd'hui selon les statistiques de la RPTC, qui en fait ont été dans l'inclusion financière rien que par cet outil qui est devenu un outil de consommation de masse. Et donc il est donc possible avec le numérique et avec la dissémination du réseau, des réseaux mobiles dans l'ensemble du pays, d'avoir des facilités de contractualisation en ligne pour accéder à des contrats d'assurance. Mais en termes d'innovation aussi, il y a ce qu'on appelle les smart contracts. Ça n'a pas souvent été dit ici. J'ai suivi avec beaucoup d'admiration l'intelligence du premier panel. C'est cette conception de l'assurance comme une obligation, comme entre guillemets une taxe, mais c'est aussi ce problème de confiance en l'indemnisation. Je pense que la SONAS, pendant longtemps, a pu bénéficier de privilèges réglementaires du monopole, mais si les gens également se sont beaucoup désassurés, c'est parce que, en cas de sinistre, les procédures étaient très difficiles pour pouvoir accéder à une indemnisation et également trouver le moyen de le faire. Donc si nous disons que le numérique peut assurer la déguichétisation, la dématérialisation des processus, l'accès à des données en faveur effectivement des assureurs et des assurés, mais aussi avec la notion de smart contract, il est possible que ces contrats pris à distance puissent également connaître une exécution programmée, automatisée, dans le cas où des télédéclarations pourraient être faites et des virements être assurés. Les contraintes aujourd'hui, c'est la reconnaissance de l'écrit électronique. Moi, j'ai un portefeuille d'assurance en France où je réside et je le gère. Quand j'entendais le premier panel en train de parler, il y a un produit d'assurance qui est un compte bloqué et ce compte bloqué est rémunérateur et il est accroché à une assurance vie. Non seulement que je ne souhaite pas mourir, mais j'ai l'assurance que si cet événement se produisait, je serais indemnisé, mais le capital investi, il est en train d'être rémunéré, mais simplement ce compte il est bloqué sur un certain nombre d'années à son contrat. Et donc je regarde et il me propose en disant si vous voulez que les placements soient faits sur un taux stable, vous acceptez, mais si vous voulez que ce soit sur un taux spéculatif, voilà le cours de la bourse et vous pouvez prendre le risque même de perdre au négatif votre capital. Donc, mais nous n'avons pas encore, bien entendu, le code du numérique, j'ai entendu le discours, permet l'équivalence de l'écrit papier avec l'écrit électronique. Seulement, nous n'avons pas des systèmes de certification de la signature électronique. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, pour tout ce qui est
contractualisation à distance, il y a un problème d'authentification des parties. Nous n'avons déjà pas, c'est très difficile, un système d'identité nationale, et maintenant on s'assure du spécimen de signature, de la photo de l'assuré et de sa carte, comment on appelle ça, des électeurs ou de son passeport, avec un agent en fait qui, à l'agence, fait la certification du signataire du contrat. Maintenant, si vous devez le faire à distance, on rentre vraiment dans un aléa, parce qu'on aura toujours un problème d'identification des parties s'il n'y a pas un système de certification de la signature électronique qui est faite sans aucun problème. Et puis, il y a aussi une autre contrainte. Une fois que vous venez souscrire un produit d'assurance dans les bâtiments, dans le siège d'exploitation commerciale, la réglementation est sur le commerce normal. Mais si vous le faites à distance ou par démarchage de clients à son bureau, ça devient du commerce à distance ou du commerce électronique. Et en ce moment-là, le contrat subit les règles de délai de rétractation. Ça veut dire, si aujourd'hui les amis qui sont à Kisangani ne peuvent pas, avec toutes les facilités, avoir une proximité physique de toutes les agences qui se déploient, avec les risques également et avec les coûts opérationnels que cela demande, et qu'ils doivent s'assurer à distance, il faut tenir compte d'un délai de rétractation possible. Ça veut dire le contrat, il est signé à distance, il est convenu, mais comme les parties, c'est un contrat entre personnes absentes, comme c'est un contrat entre des personnes non présentes, le contrat permet à la partie qui a souscrit l'assurance de se retirer. Ici au Congo, c'est sous 48 heures, mais à l'étranger, c'est sous 14 jours. Est-ce qu'il peut avoir une duplication de l'humain derrière la machine? Ça veut dire, avec ce numéro de téléphone, on doit s'assurer qu'il n'y a pas une superposition d'empreintes ou de signatures électroniques. Ou encore, il faut s'assurer, et ça, ce sont des règles prudentielles que la technique doit permettre. Il faut s'assurer que la signature apposée est non répudiable. Ça veut dire que si jamais on veut l'enlever, ça doit être par des procédés qui montrent effectivement que cette signature est en train d'être enlevée. Et donc, en ce moment-là, on n'est plus simplement dans la législation sur la signature électronique, mais on est dans le chiffrement. Et qui dit chiffrement, en fait, il faut qu'il y ait un mécanisme qui émette les clés publiques. Peut-être le secteur des assurances, avec les 4 partenaires, comme vous l'avez dit, peut créer une plateforme mutualisée où il y a des signatures, il y a des clés publiques qui sont lancées. Ça veut dire qu'on peut demander à chacun d'ouvrir un compte sur une plateforme et on génère pour chaque personne un OTP, un one-time password. Et on associe cela avec un numéro de téléphone, avec un numéro de pièce d'identité ou avec un numéro de compte bancaire. Donc il faut qu'il y ait un étalon de certification. Je veux dire, aujourd'hui, j'imagine que les personnes, par exemple, qui ont déjà un compte bancaire, sont des personnes qui sont sur une base de données certifiée. Parce qu'on a le spécimen de signature, on a la photo, et on a également un certain nombre d'informations sur l'adresse, par exemple, de ces personnes. Et donc, pour les prendre sur le volet des assurances, vous avez moins de procédés de KYC à faire. Et donc, si jamais ces plateformes des banques ou à constituer de manière initiale par le secteur, peut permettre d'avoir une base de données certifiée avec des noms, avec ceci, avec cela, et que maintenant on a une identité numérique qui est certifiée techniquement, et qu'à distance, le tuyau dans lequel on est également en train de transacter est chiffré, de sorte que c'est vraiment le contractant qui a la clé privée pour faire la transaction. Pour le moment, ça n'existe pas. J'ai rencontré le gouverneur de la Banque centrale, je suis professeur de droit public économique, mais spécialisé dans le droit du numérique. La thèse s'était appontée en Sorbonne là-dessus.
Ils sont en train de se battre avec Gafi, le groupe d'action qui détermine la sécurité de transaction et la CNRF pour avoir un identifiant unique. Parce qu'on se rend compte qu'une personne peut prendre avec sa carte d'électeur un crédit dans cette banque et présenter des garants X et Y, et il va également dans une autre institution de microfinance pour faire pareil. Et après, quand les dossiers remontent à la banque centrale pour la mise à l'index ou ceci, on se rend compte finalement que c'est la même personne qui est allée à gauche et à droite. Et donc, pour transacter avec les établissements de crédit, on veut avoir une identité numérique sous forme d'identifiant unique. Et donc, c'est d'abord ça qu'il faut créer. La législation, elle dit, on peut utiliser la signature électronique, mais peut-être avec les startups, avec les fintech, ça c'est un livre que j'ai mis 5 ans à écrire et qui est sous presse pour avril, on pourrait avoir des solutions comme ça, des secteurs, d'activités qui ont certifié une identité numérique. Ça peut ne pas non plus être fait par les banques. En France, aujourd'hui, la Poste a établi un système d'identité numérique où vous venez au guichet, aujourd'hui je crois qu'ils ont 5 millions, ça doit être peu, c'est beaucoup plus que ça. Vous venez au guichet de la Poste, ce n'est pas pour souscrire un service de la Poste, mais la Poste joue le rôle de tiers certificateur. Ça veut dire qu'il prend votre identité, tous les éléments nécessaires pour une transaction bancaire ou pour une transaction des assurances qui demandent des signatures qualifiées, mais pas des signatures simples. Et il vous enregistre dans la base de données avec même la date d'expiration de titre avec lequel vous avez, ça peut être un passeport, vous avez ouvert cette identité numérique. Et quand vous vous présentez maintenant auprès d'un assureur ou auprès d'une banque, vous pouvez ne même pas venir avec votre pièce d'identité. Vous donnez ce numéro-là d'identité numérique de la Poste et à partir de cela, moi j'ai eu ma carte American Express de cette façon-là. C'est aussi un des services. Donc, parce que, et puis maintenant, vous avez la gestion de ces signatures électroniques. Vous avez, et c'est ça que l'intelligence artificielle est nécessaire, parce que vous pouvez avoir une personne décédée qui avait souscrit une police d'assurance avec cette identité dématérialisée. Et les personnes derrière ont le code PIN, parce que le code PIN est aussi une signature. Chaque fois qu'on va devant un distributeur automatique, ce code PIN est lié à votre ouverture de compte, et chaque fois que vous le faites, la banque s'assure que quand c'est vous qui mettez ce code PIN, c'est en fait vous, son client, qui le faites.